Bonsoir à tous. Cap donc à Munich où s'est tenue la 62e conférence sur la sécurité, un forum devenu plus qu'un lieu de dialogue, un révélateur des fractures profondes qui traversent et travaillent à effectivement notre planète aujourd'hui. Autour de la table donc plus de 60 chefs d'État, ministres de la Défense et diplomates réunis donc en pleine recrudescence des crises mondiales, des conflits en Europe de l'Est et en Asie Pacifique face et même jusqu'au continent africain face donc à une question centrale, l'ordre mondial tel que on le connaissait juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale va-t-elle finalement voler en éclats et au cœur donc des débats la relation transatlantique autrefois dit-on présentée comme pilier de la sécurité globale montre désormais des signes évidents de tension et peut-être aussi de fracture. D'un côté les dirigeants européens pressent Washington de préparer une véritable on va dire confiance mise à mal par des politiques imprévisibles. De l'autre, les représentants américains affirment que la coopération reste indispensable malgré les désaccords sur notamment certains sujets, notamment la guerre du côté de l'Ukraine et le rôle de l'OTAN et l'architecture de la sécurité collective mondiale. On en parle dans le cadre de ce grand débat international avec nous pour en parler. Dimi Dalido, merci d'être avec nous. Vous êtes syndicaliste mais surtout analyste géopolitique. Merci de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bienvenue. Bonsoir à nos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Un grand bonjour à tous les panélistes qui nous regardent. Spécialiste des questions de sécurité, Jamel, bienvenue à l'antenne. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le bonjour ou bonsoir à votre invité et à l'ensemble des téléspectateurs. Allez, Jamel, on va rentrer de plein pied avec vous au cœur donc de cette réflexion liée à cette sécurité mondiale, sécurité, une plateforme de réflexion à laquelle l'Afrique a été visiblement mise à l'écart. On y reviendra peut-être dans la première dorsale de réflexion, mais place au débat avec notamment, cette chaude empoignade que l'on a peut-être assisté tout au long de cette édition qui s'est tenue du côté du Munich. D'abord, le rôle central joué par l'Allemagne qui veut absolument désormais tenter de reconquérir la question, reprendre à bas le corps la question de la sécurité, on va dire, européenne face à une volonté, une démarche beaucoup plus, on va dire, paternaliste de la part des États-Unis d'Amérique. Quelle première lecture peut-on faire, Jamel, de ce forum qui s'est refermé hier du côté de l'Allemagne? Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce forum ou le forum de Munich, parce que j'aimerais juste rappeler un précédent. La première conférence de Munich a eu lieu en 1963, mais la première conférence dite de paix à Munich s'est tenue le 28 septembre 1938 et qui réunissait Hitler, Chamberlain et Daladier. Mais nous sommes quelque part aussi dans la continuité, donc de Munich à Munich, il n'y a pas finalement de grande différence. Ensuite, sur la question centrale qui est la vôtre, en l'occurrence, les liens ou les relations entre l'Union européenne, les pays européens et les États-Unis montrent pas seulement, je dirais quelque part, une réserve ou en tout cas se regarder un peu en chien de faïence parce que ce qui est différent cette année par rapport à l'année dernière, c'est le timbre utilisé par Marco Rubio qui est sensiblement différent de celui de J.D. Evans l'année passée qui avait tensé l'Europe et tout le monde avait été surpris. Aujourd'hui, visiblement, d'un point de vue théorique, mais je dis bien d'un point de vue théorique, Marco Rubio, qui était présent, a adopté un langage plus, je dirais, lisse, plus consensuel, ce qui n'empêche pas de mettre en évidence un écart substantiel de vue sur la question de la sécurité vue par les États-Unis et la question de la sécurité vue par les Européens. Vous disiez dans votre préambule que l'OTAN était un peu chargé de réguler cette question de sécurité. Celle-ci a explosé lors de l'opération militaire russe où on a bien vu que les désaccords entre les Américains et les Européens se sont fait jour et s'accentuent de jour en jour. Donc, cette conférence de Munich ne réserve pas plus de surprise. On est bien poli, on adopte un langage plus, je dirais, plus châtié, mais les fonds, la substance reste. Je tiens juste à signaler ou à préciser que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe français, avait dit il y a quelques jours qu'il serait bien qu'on reprenne langue avec la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas
d'une main tendue à la Fédération de Russie, mais plutôt un geste de complaisance à l'égard des Américains qui ont un autre point de vue sur cette question. Jamel Guessoum pour ce premier jet d'analyse. Eh bien, on va y revenir de fond en comble pour essayer de faire une lecture comparée entre la position du vice-président américain l'année dernière, monsieur, et celle de Marco Rubio, qui, on l'a vu un tout petit peu tempéré. Il a essayé véritablement d'haranguer son partenaire européen, même si dans le fond, le discours reste et demeure. Eh bien, il appelle de manière subtile l'Europe à s'aligner derrière la vision, on va dire, sécuritaire américaine à travers le monde. Jimmy Dadio, je vous retrouve avec notamment cette première lecture. Comment évaluez-vous, Jimmy, l'évolution effectivement de cette conférence? Tout à l'heure, on a vu Jamel jouer un tout petit peu, un peu de sémantique entre la conférence de Munich ou alors la conférence à Munich. En tout cas, comment évaluez-vous donc l'évolution de cette conférence de Munich sur la sécurité, peut-être comme plateforme de dialogue transatlantique entre l'Union européenne et son partenaire américain? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, dans le fond, dans la forme, cette conférence diffère de la précédente conférence de Munich. Oui, effectivement, elle diffère dans la forme. Les mots sont différents. La diplomatie est différente. Ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils mangeront, c'est aussi différent. Ce qui est aussi différent, ce qui est différent aussi, ce sont les différents comptes en banque. Les différents politiciens qui vont se réunir. Ils sont beaucoup plus riches qu'avant. Dans la forme, il y a beaucoup de choses qui changent. Par contre, dans le fond, la politique de classe, la politique reste la même en réalité. Il faut revenir à ce que disait M. Brzezinski en 96-97. M. Brzezinski, qui est un des théoriciens de l'impérialisme, il faudrait très clairement dire que ça a été un théoricien de l'impérialisme, disait que les États-Unis avaient un problème. C'est que sur le plan géopolitique et géostratégique, ils pouvaient tout contrôler, mais que ce contrôle de la totalité du globe passait par la division des différents vassaux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, M. Brzezinski? Il parlait évidemment des vassaux qui se situent à l'Est, il parlait de la Chine, de la Russie, de l'Iran, du tout le Moyen-Orient et donc de l'Union européenne. Et bref, ce qu'il voulait éviter, et c'est ce qu'a dit Brzezinski à l'époque, ce qu'il voulait éviter, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le continent eurasiatique, l'Eurasie, cette jonction entre certains pays de l'Asie et l'Union européenne. Parce que s'il y avait apparition et développement et ensuite renforcement de ce continent eurasiatique, ce serait très grave pour les États-Unis. Manque de bol pour eux, les États-Unis ne peuvent pas contrôler ce qu'on appelle le développement des forces productives, qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire les conditions matérielles mondialisées et qui échappent au contrôle et en tout cas à la violence impérialiste de Washington. Et le nouvel ordre mondial multipolaire lui échappe quand même. Donc, il met en avant toutes les formes de violence possibles. En réalité, il n'y a pas de discussion d'égal à égal dans une conférence comme celle de Munich, et encore moins d'égal à égal entre l'impérialisme français et l'impérialisme nord-américain. Il n'y a que des intérêts qui sont en conflit et qui essayent de par le jeu de la diplomatie, de mettre en avant ce qu'on appelle la stratégie du un pas en arrière, deux pas en avant. Voyez, vous gagnez du temps. Et en fait, pour comprendre qu'il n'y a pas de discussion d'égal à égal, il faut revenir sur les accords qui ont été signés en 2025. Entre août et octobre 2025, des accords commerciaux ont été signés entre l'Union européenne et les États-Unis et qui sont loin d'être égaux. Je pense notamment au fait que les marchandises des États-Unis seront exportées après cet accord de 2025. La totalité des marchandises, en tout cas une bonne partie des marchandises des États-Unis sont exportées vers l'Europe et ne trouvant aucune taxe douanière, alors que dans le même temps, les marchandises européennes qui sont exportées aux États-Unis trouvent des taxes allant jusqu'à 50%, notamment pour l'acier et l'aluminium. Et à cela, vous ajoutez au fait que l'Union européenne s'est engagée à travers la main de Ursula von der Leyen, qui a des mains en or, si vous voyez ce que je veux dire, et qui s'est engagée à acheter pour 700 milliards d'euros de l'énergie du matériel militaire aux États-Unis.
Le montant s'élève à 700 milliards d'euros. C'est pharaonique. Je pense pas que ce soit Emmanuel Macron et ses copains qui vont payer. Ce sont les peuples européens qui vont payer. Et sachant que dans le même temps, le tissu industriel en France, c'est totalement désagrégé. On produit plus en France. On spécule, mais on ne produit pas. Je finirai par là. Et je finirai par ce dernier élément que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un véritable développement inégal et par bon des différents pays impérialistes. C'est très connu, hein. Et actuellement, les derniers sont devenus les premiers, ce qui est inévitable dans l'histoire du monde et des hommes. Et ce développement inégal et par bon aboutit toujours à ce qu'on appelle un repartage du monde déjà partagé. C'est-à-dire une guerre qui commence d'abord par le terrain économique. La guerre, elle est d'abord économique. Ensuite, elle est sociale. La guerre, elle est d'abord économique et sociale. Elle devient logiquement politique. Et au bout du compte, et c'est véritablement le processus plomb, hein, la guerre militaire. Donc, cette conférence de Munich, dans son essence, est une tentative de gagner du temps et de rebattre les cartes. Merci à vous, Djebi. Alors, M. Guessoum, je vous retrouve et on continue véritablement à creuser autour de la portée, effectivement, de ce forum sur la sécurité mondiale. Est-ce que vous avez, en quoi ce forum, Jamel Guessoum, reste-t-il pertinent aujourd'hui, peut-être pour la sécurité européenne et même mondiale, ou alors elle nous sert aujourd'hui de plateforme où on vient soit pour peser les tensions, ou alors de creuser davantage les divisions et les fractures désormais visibles entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Comme vous le dites, et non pas de construction, comme cela fut le cas en 1963, lorsque cette conférence de Munich a été créée. Donc, il s'agit pas simplement d'un espace lié à la sécurité nationale, on le voit bien d'ailleurs dans les propos de Marco Rubio, quand il parlait de civilisation, c'est un peu la civilisation, de lutter contre l'immigration. Et donc on voit bien que le cœur central de cette conférence s'est déplacé peu à peu vers des intérêts purement américains et non plus comme ce fut le cas en 1963. Et donc c'est un forum. On ne peut pas parler aujourd'hui de conférence de paix à partir du moment où les questions centrales telles que la question de l'opération militaire en Russie, la question iranienne et bien d'autres questions ne sont pas en finalité abordées dans le cadre d'une conférence. Et donc, on ne peut pas parler de conférence. Je me permets juste, cher ami, d'anticiper un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure et qui a bien évidemment retenu mon attention. Et vous avez dit on reviendrait dans un second temps. Et donc c'est ce que vous avez dit m'a interpellé. Donc la question de l'Afrique, en fait, substantiellement, elle ne se regarde pas dans la conférence de paix, même si elle est d'ordre international, pour une raison, je dirais malheureusement encore sous-jacente aujourd'hui, c'est que l'Afrique reste encore divisée et chapeautée d'une manière ou d'une autre par les anciennes puissances coloniales et que Bilderberg, c'était, vous savez, cette fameuse réunion entre les grands États qui se partagent un peu les intérêts en Afrique, n'y touche pas parce que cela relève je dirais, de l'approche française en ce qui concerne les pays francophones, des pays anglophones, donc c'est les États-Unis ou plutôt la Grande-Bretagne. Et donc, le terrain africain est non seulement miné par des intérêts épars, que même une vraie conférence ne suffirait pas à l'Afrique pour participer à cette conférence de paix. Donc voilà ce que je voulais dire absolument sur le lien entre l'Afrique et celle-ci. Mais voilà, toujours est-il que c'est un organe de bienséance où on s'affiche beaucoup, et donc ça reste en quelque sorte de la politique, pas dans le sens le plus noble du terme, mais dans le sens le plus, je dirais, médiatique du terme. Et donc chacun y va de sa chanson, mais une conférence, la conférence de Munich n'a plus, en tout cas, de sens dans le format qu'il est utilisé aujourd'hui. Pire encore, je précise quand même que Donald Trump a affirmé il y a quelques jours que l'Organisation des Nations Unies ne répond plus aux enjeux
internationaux. Parce que s'il devait se passer des choses importantes sur la sécurité, ça se passerait plutôt à l'ONU. Mais mieux encore, avec la conférence de paix qu'il a créée avec un ticket d'entrée d'1 milliard de dollars, il s'est arrogé les prérogatives de l'ONU. Donc, on ne retrouve plus l'ONU, on ne retrouve plus non plus l'OTAN, on retrouve simplement des intérêts des deux continents principaux les plus riches que sont les États-Unis et l'Europe. Et la particularité, c'est que il y a autant d'habitants aux États-Unis qu'en Europe, il y a autant de puissance économique dans les deux continents. La différence est telle que en Europe, il y a plus de 27 pays et donc avec des intérêts qui sont complètement différents. Donc l'Europe ne pourra pas faire le poids face à un seul interlocuteur qui regroupe bien plus de richesses avec autant d'habitants. Jimmy, je retrouve la suite de Jamel. Est-ce que vous avez, vous également, l'impression qu'aujourd'hui on se loigne véritablement des idées fondateurs de ce forum mondial sur la sécurité du côté de Munich? On voit véritablement une montée en puissance, une forme de prolifération des armes à destruction massive. Le cas de l'Iran, on en parlait peut-être il y a quelques mois. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui le curseur soit véritablement déplacé sur la question centrale de la sécurité mondiale? D'ailleurs, à l'entame de cette émission, Jamel Guessou m'a vite fait d'établir une forme de lecture comparée entre le discours du vice-président américain l'année dernière et celui de Marco Rubio. Et toute la presse occidentale s'est rapidement braquée sur le discours de Marco Rubio, disant qu'il a écouté beaucoup plus conciliateur que son prédécesseur. On est véritablement loin des visées, des objectifs de cette conférence de Munich. Comment l'expliquer, cher ami Jimmy Dalido? Mais écoutez, moi je dirais de Munich à Moloch, il n'y a qu'un pas. Et vous savez, il y a deux choses. Lorsque l'impérialisme parle de sécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot sécurité devient synonyme de contrôle. La sécurité est égale contrôle. Il n'y a pas les deux mots sont les mêmes dans le cadre de la dialectique, de la sémantique impérialiste. Et donc lorsqu'il dit qu'il faut donc dans ce sens, la conférence de Munich, est-ce qu'en 1963 déjà à la base, elle s'orientait véritablement dans ce sens-là, sachant que sécurité est égale devient synonyme de contrôle? Je ne le pense pas, puis surtout qu'à l'époque, on se souvient aussi, rappelons quand même qu'à l'époque, en 63, le monde la configuration mondiale était différente et qu'il y avait deux blocs à l'époque, on se souvient. Il y avait d'un côté le bloc capitaliste occidental et qui se préparait à basculer à la bascule néolibérale, à installer des dictatures néolibérales, et de l'autre côté un bloc socialiste mené par l'Union soviétique. Et donc le monde était différent. Donc déjà à l'époque, parler de sécurité, c'était voulait dire comment reprendre le contrôle du monde alors que les socialistes à l'Est gagnent du terrain. Donc c'est exactement la même question qui se pose en réalité. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, franchement, je me demande si les peuples d'Europe sont véritablement conscients que nous allons dans le mur. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2026, il y a un changement qui s'est opéré. Et c'est passé ce changement c'est un changement fondamental et qui est passé sous silence un peu partout en Occident. Et ce changement, c'est quoi? C'est l'apparition de la nouvelle monnaie des BRICS qui s'appelle The Unit. En tout cas, sa diffusion. Et The Unit, c'est cette nouvelle monnaie qui n'est pas calquée sur la spéculation, ce n'est pas une monnaie dématérialisée et qui au final n'a aucune valeur. The Unit, la nouvelle monnaie des BRICS, est calquée sur un stockage d'or particulièrement conséquent. Elle est calquée sur deux choses, la monnaie des BRICS plus The Unit. Elle est calquée, sa valeur est basée sur l'or, plus de 40% de l'or qui était stocké à l'Est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans quelques émissions précédentes, il y a quelques mois, et je vous avais dit que pendant qu'à l'Ouest, ils étaient en train de spéculer à fond les ballons, à l'Est, ils étaient en train de stocker la totalité de l'or du monde. Et ben en fait, 40% de la monnaie The Unit est basée sur l'or et 60% est basée sur la valeur du yuan et du rouble. Donc, et en fait, cette monnaie The Unit va permettre de développer les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Et alors que l'Union européenne
pourrait prendre les bonnes décisions, notamment les bonnes décisions, la décision qui serait d'intégrer les nouveaux espaces de croissance dédollarisés, à prendre la décision de discuter avec les États-Unis, avec ces pays où la conférence de Munich, et qui se désagrègent. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont décidé du suicide, de mettre en application un véritable suicide économico-socialo-politique. Et je terminerai ensuite par là, c'est que cette nouvelle monnaie de The Unit et les nouveaux espaces de croissance dédollarisés, portés par le monde multipolaire, engendre va engendrer pour la principale cause, c'est le fait qu'il va y avoir une porte de sortie qui va s'ouvrir. Une porte de sortie est ouverte. Vous savez que après 1945, dans les années 70, en 71, lorsque la politique Nixon se met en place et lorsque l'administration Nixon décide la non-convertibilité du dollar en or et décide que le dollar serait la monnaie dominante du monde, à l'époque, ils étaient dominants sur le monde. Mais en fait, et donc ils pouvaient se permettre de mettre en place cette politique-là. Mais là, avec la nouvelle monnaie, les nouveaux espaces de croissance dédollarisés et la nouvelle monnaie, les différentes oppositions aux États-Unis peuvent se développer et se renforcer. Puisque, contrairement à 1971, à l'époque où vous n'aviez pas le choix que de dire oui aux États-Unis et de vous plier au dollar tout puissant, autrement il y avait embargo et des punitions qui vous asphyxiaient financièrement. Actuellement, les différentes oppositions au niveau international peuvent se développer parce qu'elles ont une porte de sortie qui s'appelle nouveaux espaces de croissance dédollarisés et dans lesquels, même s'ils reçoivent des punitions du dollar, ils peuvent continuer à vivre financièrement. Et je prends l'exemple du Niger. Si le Niger, pays important de l'Est, se permet très justement et d'une manière très constructive et d'une manière très courageuse de prendre des décisions concernant l'impérialisme français en les condamnant parce qu'ils ont condamné l'impérialisme français suite au colonialisme violent que l'impérialisme français avait fait subir au peuple du Niger. Si le Niger a pris son courage à deux mains et a condamné l'impérialisme français, c'est parce qu'elle sait très bien qu'au pire des cas, même si les patrons du dollar sont pas contents, il y a toujours une porte de sortie qui est ouverte à l'Est. Et ça, c'est très important au niveau diplomatique et au niveau politique. Jamel, je vous retrouve avec notamment cette déclaration qu'a fait tout à l'heure Jimmy Dalido. Il dit affirmer que quand l'impérialisme américain parle de sécurité, il veut plutôt faire allusion au contrôle. Est-ce qu'on est là véritablement dans une démarche de contrôle de son allié européen? Je rappelle que non, après le discours offensif du vice-président Vance, les États-Unis, vous l'avez tout à l'heure, ont plutôt tenté d'apaiser les tensions avec Marco Rubio, qui est plutôt allé dans le sens d'un véritable apaisement avec son partenaire européen. Est-ce qu'après avoir finalement gagné près de 700 milliards d'euros d'équipements militaires de la part de l'Union européenne, on peut revenir à de meilleurs sentiments de la part de l'oncle Sam? Non, je ne pense pas. Vous savez, 700 milliards de dollars, ça représente très très peu de choses au regard des intérêts des Américains à travers l'Europe, mais pas seulement, notamment avec des pays qui sont fortement liés. Pas grand-chose. Vous savez, la pression américaine, c'est d'obtenir ce qu'elle veut aujourd'hui, mais en quelque sorte mettre en place les verrous nécessaires pour s'inscrire à long terme. Et puis on l'a bien vu lorsqu'il s'agissait de l'Ukraine, où les terres rares sont prévues pour revenir aux Américains. Et donc les Américains sont dans une stratégie commerciale d'abord pas tant que ça, politique ou diplomatique. Elle met en place des moyens de coercition très très importants que sont l'économie et la défense. Il ne faut pas oublier que l'OTAN sans les États-Unis, ce n'est pas grand-chose. Et donc, elle vise bien d'autres choses derrière. La question des armements et de plein de choses, ce n'est qu'un escalier parmi des centaines d'escaliers. Donc, on retrouvera dans pas longtemps la question des terres rares ukrainiennes. On retrouvera bien d'autres sujets d'importance. Et donc, il s'agit
d'un projet de plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc 700 milliards de dollars, ce n'est pas véritablement grand-chose pour les Américains. Et donc, c'est une forme, une mise en place d'une relation où le rapport de force appartient aux Américains. Et on le voit bien, hein, vous savez, quand on voit un peu la manière de communiquer de Donald Trump, lorsqu'il disait qu'il s'était adressé à Emmanuel Macron et qu'il avait dit qu'il allait augmenter de 20 ou 30% les droits de douane sur le champagne, je crois, ou autre chose. Et donc, il n'est pas dans une posture politique et diplomatique. Je dirais que De Gaulle, Eisenhower, même l'époque de John Fitzgerald Kennedy et de Nixon, c'est un temps révolu où la politique avait tout son sens. Aujourd'hui, la seule guerre qui existe, c'est une guerre économique. Et donc, Donald Trump l'amène. L'objectif, il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. C'est d'assécher l'économie européenne et qu'elle soit aussi à la merci des États-Unis. Et les moyens sont l'économie et les menaces, comme on a pu le voir. Vous savez que la question, par exemple, du Groenland, c'était plus une manière de s'imposer que de vouloir prendre le Groenland. Et donc, ça voulait bien dire que on est dans un rapport de force perdu d'avance pour les Européens. Et donc, on va garder cette conférence de Munich chaque année pour se faire des amabilités, mais tout reste en tout cas à construire pour l'Union européenne si un jour elle veut voir la raison pour laquelle le traité de Rome, c'est ce qui a donné naissance à l'Union européenne, faire que ce soit un espace homogène, mais vous savez que en Europe, il n'y a jamais eu de défense européenne, et donc de ce point de vue, nous sommes pas. Ah ben, j'habite en France, donc nous sommes très mal partis pour cela. Allez, Jimmy, cette 62e session de la conférence de Munich sur la sécurité s'est tenue d'ailleurs jusqu'à dimanche, avait apporté sur des questions telles que la sécurité effectivement et la défense européenne. Et tout à l'heure, Jamel nous disait qu'il n'y a pas eu il y a jamais eu de défense européenne. Au moment où on a l'impression qu'il y a des tensions de plus en plus naissantes et grandissantes, est-ce qu'il n'est pas temps véritablement de structurer cette question de défense européenne? Écoutez, oui, tout à fait. Non, mais en tout cas, c'est que il y a deux choses. Effectivement, la défense européenne n'a jamais existé, puisque comme nous le savons, l'Union européenne a toujours été la chasse gardée, le vassal. L'Union européenne n'est rien de plus que le vassal de l'impérialisme américain. Et il n'y a pas eu que le plan Marshall. Il y a eu d'autres processus qui ont permis aux États-Unis de s'inféoder l'Union européenne et qui est devenu un petit peu le jardin d'Éden de Washington. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est la deuxième chose, qu'il y a, je crois, une contradiction entre deux oligarchies financières en Europe. Vous savez, c'est toujours une bataille entre les oligarchies financières au final. La politique appliquée dans un pays n'est rien de plus que la politique d'une oligarchie financière qui, à un moment, est très proche du pouvoir politique. C'est tout simplement ce qu'on appelle le capital financier, hein, je n'invente rien. La principale caractéristique de l'impérialisme, c'est son capital financier, c'est-à-dire la fusion des capitaux bancaires et des capitaux industriels monopolisés, et qui, à un moment, engendre ce qu'on appelle une oligarchie financière, et qui va tout se subordonner. L'oligarchie financière se subordonne les États, il se subordonne même les âmes humaines, il se subordonne tout. On le voit avec le cas de Jeffrey Epstein, qui va jusqu'à se subordonner des malheureuses petites filles. Et donc, deuxième chose, je crois qu'il y a une partie de l'oligarchie financière européenne, notamment française, qui voudrait basculer dans ce qu'on appelle le sceau fédéral européen. Ça, c'est ce qu'il faudrait. Le sceau fédéral européen, c'est le fait que l'Union européenne deviendrait une fédération, un peu comme les États-Unis, en fait, hein, les États-Unis d'Europe, en fait, c'est tout simplement ça, avec des différents pays qui deviendraient des zones, enfin des espèces de zones plus ou moins indépendantes, mais inféodées à un centre, à une fédération, à un État confédéral, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qu'ils voudraient. Et pourquoi? Parce que sous le fédéral européen permettrait plusieurs choses. D'abord, il permettrait d'éviter la contagion révolutionnaire, dans une certaine mesure, puisqu'il mettra en commun la totalité de leurs capacités matérielles, notamment économiques et militaires,
économique, militaire, policière, etc. Et de plus, ça leur permettrait de peut-être former une armée propre à l'Union européenne, mais qui se différencierait des États-Unis. Il faut jamais oublier que l'impérialisme est interdépendant. Il y a une interdépendance des différents pays impérialistes, mais l'interdépendance des différents pays impérialistes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a toujours concurrence. Il y a interdépendance et concurrence. Et c'est une dialectique. Hein. Mais la dialectique, c'est ça. C'est comprendre parfois certaines contradictions. Même si parfois les deux aspects de la contradiction nous paraissent très, très en contradiction, très opposés, mais en réalité, nous sommes dans une contradiction, dans ce qu'on appelle aussi dans une unité des contraires. Indépendance et en même temps concurrence. Et voilà. Donc, mais je pense que, mais oui, effectivement, c'est très clairement ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que lorsque les États-Unis actuellement, lorsqu'ils veulent diffuser leur armée au sein de l'Union européenne, ils ne demandent même pas d'autorisation aux différents gouvernements. Ils posent leurs hélicoptères, leurs avions, et ils se diffusent ça et là, et ils demandent une autorisation à personne. Allez, merci infiniment à vous, Dimi Dalido, Jamel Guessou, merci à vous tous les deux d'avoir accepté notre invitation le temps de cette réflexion au cœur de ce grand débat international. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit autour de ce sujet qui reste davantage assez vaste. On espère l'explorer prochainement lors de nos prochaines séquences de réflexion en direct sur Afrique internationale. À très bientôt. Bonsoir.